À 23 ans, mon univers tout entier a basculé. La vie a cette curieuse façon de commencer comme un rêve magnifique pour ensuite se tordre en un cauchemar au moment où l'on s'y attend le moins. Ce qui aurait dû être mon instant de joie parfaite, le jour de mon mariage, a plutôt marqué le début d'un mystère non résolu qui allait jeter son ombre sur ma vie pour les années à venir. Je suis tombée éperdument amoureuse d'un homme qui s'est évanoui sans crier gare, le jour même où nous devions être unis pour toujours. Et ce n'est que lorsque j'avais abandonné tout espoir que la vérité a finalement fait surface. Mais le destin m'offrait-il vraiment une seconde chance à cet amour? Je m'appelle Éléonore Martin et mon histoire commence en Bourgogne en 1975. Je n'ai jamais été autre chose qu'une femme ordinaire, avec des racines simples dans la campagne bourguignonne, où le temps semblait s'écouler plus lentement et où la tradition avait une emprise puissante. À cette époque, on attendait des jeunes femmes comme moi qu'elles se marient, et j'avais toujours été captivée par l'idée de trouver le grand amour, le vrai, le passionné. Jamais je n'aurais pu imaginer que l'amour que je découvrirais me condamnerait à des décennies d'hâte, de chagrin et à une énigme qui mettrait presque toute une vie à se dénouer. Mon éducation a été imprégnée de valeurs traditionnelles avec une adhésion stricte aux principes religieux. Robert Martin, mon père, montrait rarement de la chaleur, bien qu'il travaillât sans relâche dans sa quincaillerie pour subvenir aux besoins de notre famille. Ma mère, Marthe Martin, faisait preuve de plus de tendresse, mais croyait fermement que la raison d'être d'une femme était centrée sur la tenue du foyer et l'éducation des enfants. Tout au long de ma jeunesse, j'ai constamment entendu dire que les jeunes filles respectables devaient s'assurer un mariage avec des hommes travailleurs et fonder une famille rapidement. Bien que je n'ai jamais ouvertement contesté ces attentes, quelque chose en moi aspirait à plus. Je ne voulais pas me marier par simple obligation sociale, je désirais une connexion d'amour véritable et profond. Le matin du mariage, tout semblait parfait. L'église était comble. Les invités arrivaient déjà, et je me préparais dans ma chambre avec mes cousines. Entre nervosité et rire, ma mère ajustait mon voile quand soudain, quelqu'un a frappé à la porte. C'était David, le frère de Michel, à bout de souffle. Il est parti tôt pour régler un problème et n'est pas encore revenu. Mon cœur s'est glacé. Régler quoi? Ai-je demandé, ressentant une angoisse inexplicable. Je ne sais pas. Il a dit que c'était quelque chose d'important, mais qu'il serait de retour à temps. Jay essayait de me calmer. Michel était un homme responsable. S'il était parti, il reviendrait. Mais à mesure que les heures passaient et que l'église se remplissait, mon anxiété grandissait. Le curé me regardait avec inquiétude. Mon père commençait à perdre patience. Ma mère me tenait la main, essayant de me calmer. « Il doit être en chemin, ma chérie. Reste calme. » Mais il n'est pas venu. Et au fil du temps, la honte et le désespoir ont pris le dessus. Avait-il changé d'avis? Avais-je été abandonnée devant l'autel? Je ne pouvais pas y croire. Michel ne me ferait pas ça. Mais alors, pourquoi n'apparaissait-il pas? L'angoisse grandissait. L'église a commencé à se vider. Mes yeux étaient rouges d'avoir tant pleuré. Le sentiment d'être la femme abandonnée le jour de son mariage m'écrasait. C'était le pire jour de ma vie. Et c'est ainsi que mon cauchemar a commencé. Le soleil s'était à peine levé quand ma mère est entrée dans ma chambre, m'appelant d'une voix pleine d'émotion. « C'est l'heure, ma chérie. Aujourd'hui, c'est ton jour. » J'ai ouvert les yeux et un instant, je n'ai pas reconnu où j'étais. Les derniers mois avaient été si intenses que mon corps semblait fatigué, mais l'attente dans ma poitrine était plus grande que n'importe quelle fatigue. J'ai pris une profonde inspiration. C'était le jour de mon mariage. Je suis sortie du lit et j'ai regardé ma robe suspendue, la lumière du matin traversant la fenêtre et illuminant le tissu blanc avec de la dentelle de Calais. J'ai senti un frisson. C'était réel. Dans quelques heures, je serai la femme de Michel Dubois. Dans la salle de bain, je me suis aspergé le visage d'eau, essayant de contenir le tourbillon d'émotions qui me dominait. Bonheur, nervosité et une pointe de peur. Mais une bonne peur, ce papillonnement dans l'estomac qui vient quand on est sur le point de vivre quelque chose de mémorable. Les femmes de la famille ont commencé à arriver pour m'aider.
Mes cousines m'ont coiffée. Ma mère a vérifié chaque détail de la robe. Et ma tante n'arrêtait pas de répéter que ce serait le plus beau mariage que le village ait jamais vu. Michel est un homme chanceux. Tu es magnifique, a dit ma mère en ajustant mon voile. Jay sourit. Oui, j'étais heureuse. Oui, j'étais une femme chanceuse d'avoir trouvé un homme comme lui. Dehors, les cloches de l'église sonnaient. Le murmure du village grandissait. Mon père, vêtu de son plus beau costume, faisait les 100 pas dans le salon, s'assurant que tout était en ordre. Le mariage d'une fille était une question d'honneur pour un homme comme lui, et rien ne pouvait mal se passer. Nous étions loin de nous douter que tout était sur le point de mal tourner. Le temps passait, et il n'arrivait pas. La cérémonie était prévue pour 10 heures du matin. À 9h30, un jeune homme est venu en courant chez moi. Le marié n'est pas encore arrivé à l'église. Ma mère m'a regardée, surprise. Il doit être retardé par quelque chose. Rien d'inquiétant, ma chérie. Mais le temps continuait de passer. 10 minutes, 20, une demi-heure. À 10h15, le frère de Michel, David, est arrivé en hâte, en sueur, les yeux écarquillés. Il est parti tôt pour régler un problème, mais n'est pas revenu. La phrase a résonné dans mon esprit. Quel problème ? Ai-je demandé, sentant le sang se retirer de mon visage ? Je ne sais pas. Il n'a rien dit, il a juste mentionné que c'était quelque chose d'important et qu'il serait de retour à temps. À ce stade, mon père était déjà impatient. Un homme responsable ne disparaît pas le jour de son mariage. Mais je connaissais Michel. Il ne disparaîtrait pas. Il ne me laisserait pas attendre devant l'autel. Alors, où était-il ? L'horloge marquait 10h45 et l'église était comble. Les invités murmuraient entre eux. Certains me regardaient avec pitié. D'autres semblaient avides d'un scandale. Je suis restée assise dans le salon de la maison familiale, dans ma robe de mariée, les mains sur mes genoux. Ma mère m'a serré la main. « Calme-toi, ma fille. Il va apparaître. » Mais le ferait-il ? Mon esprit a commencé à s'emballer. Que s'était-il passé ? Un accident ? Un enlèvement ? Une crise de panique ? Ou avait-il simplement fui ? La pensée m'a frappé comme une lame en plein cœur. Et si Michel avait changé d'avis ? Et s'il ne m'avait jamais aimé comme je l'aimais ? Le temps semblait figé, mais la réalité me poussait sans pitié. Le curé s'impatientait déjà. Mon père faisait les 100 pas avec une expression fermée, et certaines tantes ont commencé à suggérer qu'il serait être préférable d'annuler la cérémonie. Mais je ne voulais pas annuler. Je voulais Michel. Où était-il ? À 11h30, l'atmosphère n'était plus celle de l'attente, mais de la honte. Certaines personnes sont parties, d'autres chuchotaient, et je voulais enfouir ma tête sous le voile et disparaître. Être s'est-il enfui ? A dit quelqu'un. Une phrase qui m'a tranché comme une lame. Les larmes ont commencé à couler de mes yeux. Ma mère m'a serré dans ses bras, mais ça n'a pas aidé. Je me sentais humiliée, abandonnée, trahie. À ce moment-là, les hommes de la famille avaient commencé à le chercher dans le village. Ils sont allés chez lui, à la gare, dans les bars. Rien. Pas d'indices, pas de nouvelles. Il avait simplement disparu. L'autel est resté vide, le curé a fermé la Bible, les fleurs ont commencé à se faner sous la chaleur de midi. Mon père a enlevé sa veste et l'a jetée sur la chaise, vaincu. Je suis restée assise là, seule, le jour de mon mariage. Et ce fut la dernière fois que j'ai porté cette robe blanche. Après des heures d'attente, les invités sont partis un par un. Certaines femmes m'ont tenu la main, disant des mots de réconfort qui n'ont fait qu'augmenter ma douleur. « Tu es une belle jeune femme, Éléonore. Dieu a un but pour tout. Ceste peut être mieux ainsi, ma chère. Peut-être n'était-il pas le bon. On ne connaît jamais vraiment un homme avant le jour du mariage. Je voulais crier. Je connaissais Michel. Ce n'était pas un lâche. Ce n'était pas le genre à laisser une femme attendre devant l'autel. Quelque chose était arrivé. Je le savais, mais personne d'autre ne semblait le croire. Les gens sont partis. L'église s'est vidée. Le curé a fermé le livre de cérémonie et a soupiré comme s'il avait déjà vu cette histoire. Mon père, le visage rouge de colère, s'est enfermé dans sa chambre sans dire un mot.
Ma mère a essayé de me convaincre d'enlever la robe, mais je suis restée assise là, sur le canapé, dans ma robe de mariée, incapable de comprendre ce qui se passait. Et s'il ne revenait jamais? Et s'il était mort? Ou pire, et s'il était simplement parti de son plein gré? À la fin de la journée, mon père a finalement agi. Il a appelé les frères de Michel et quelques hommes du village pour le chercher. Ils ont posé les questions évidentes. Avait-il mentionné quelque chose ces derniers jours? Une dispute? Un doute? Avait-il de l'argent de côté? Quelque chose qui suggérerait qu'il prévoyait de fuir? Personne ne pouvait répondre. Michel était enthousiaste à l'idée du mariage. Il faisait des plans, parlait de l'avenir. Rien ne laissait supposer qu'il voulait disparaître. Les hommes sont allés chez lui. Ses vêtements étaient toujours là. L'argent était toujours dans le coffre. Son passeport était toujours dans le tiroir. Mais Michel était introuvable. Mon désespoir a commencé à grandir. Au fond de moi, une partie de moi espérait encore qu'il reviendrait soudainement avec une explication, disant que tout était une erreur, un malentendu, un coup du sort. Mais la nuit est tombée, et il n'est pas revenu. Le lendemain matin, ma mère m'a réveillée. J'étais toujours dans ma robe de mariée, la même robe, froissée, tachée de larmes, un rappel cruel de ce qui aurait dû être un jour heureux. Ma chérie, allons à la gendarmerie. Cette phrase m'a donné un frisson. Si nous allions à la gendarmerie, cela signifiait que ce n'était plus un retard. Cela signifiait que mon fiancé était officiellement porté disparu. Le gendarme a écouté notre histoire avec un air fatigué. « Vous êtes sûr qu'il ne s'est pas enfui? Mon sang n'a fait qu'un tour. Michel ne ferait jamais ça, mais il ne semblait pas convaincu. Beaucoup de femmes ont dit ça avant, mademoiselle. Nous allons enquêter, mais parfois, quand un homme décide de partir, il n'y a pas grand-chose que nous puissions faire. Je suis partie de là avec une boule dans la gorge. Et c'est là que Jay commençait à réaliser que pour tout le village, j'étais la mariée abandonnée. Qu'est-ce qui faisait le plus mal? La honte ou l'incertitude? À cette époque, il n'y avait pas d'Internet, mais les nouvelles voyageaient aussi vite que le vent. En quelques jours, mon histoire était sur toutes les lèvres. On dit qu'il avait une autre femme dans le village voisin et qu'il s'est enfui avec elle. Jay a entendu dire qu'il avait des dettes de jeu et qu'il a dû disparaître. C'est peu, être une punition divine. Aucun homme ne disparaît comme ça sans raison. Je ne supportais plus de sortir dans la rue. Je sentais les regards lourds, les chuchotements, les gens qui commentaient comme s'ils en savaient plus sur ma vie que moi-même. Mais rien ne faisait autant de mal qu'une pensée qui a commencé à me tourmenter. Et si je ne le revoyais jamais? Et s'il était mort? Chaque jour qui passait, la douleur devenait plus insupportable. Les recherches sont poursuivies pendant des semaines, mais sans le moindre indice. Aucun corps n'a été retrouvé. Aucun témoin ne cesse de manifester pour dire qu'il l'avait vu partir. C'était comme s'il avait été avalé par la terre. Mon père a commencé à perdre patience. Il est temps de passer à autre chose, Éléonore. C'était un lâche. Mais je ne pouvais pas accepter qu'un homme disparaisse le jour de son mariage sans laisser de traces. Le temps a passé. 5, 10, 20 ans. Et puis une lettre est arrivée. Une lettre qui allait tout changer. Après la disparition de Michel, ma vie n'a plus jamais été la même. Les premiers mois, je me réveillais encore chaque jour en espérant qu'il reviendrait. Chaque coup à la porte faisait battre mon cœur. Chaque lettre qui arrivait me faisait retenir mon souffle, pensant qu'elle serait enfin de lui. Mais le temps a passé, et son silence est devenu plus assourdissant que n'importe quel mot. Le village a continué sa vie, mais pas moi. Les gens ont commencé à agir comme si mon histoire n'était qu'une autre affaire oubliée, quelque chose qui était déjà passé. Les voisins ne chuchotaient plus autant quand je passais, ne me regardaient plus avec pitié, mais je savais qu'au fond, tout le monde pensait la même chose. La pauvre, abandonnée devant l'autel. Ma mère a essayé de me remonter le moral. Ma fille, la vie n'est pas finie. Tu peux encore trouver un homme bien. Mais comment pouvais-je regarder un autre homme quand la seule personne que j'aimais avait disparu sans laisser de traces? Pendant longtemps, j'ai attendu. Chaque nouveau jour, je me demandais, où est-il? Pense-t-il à moi? Est-il encore en vie? Et, le plus douloureux de tout, s'il était en vie, pourquoi n'était-il jamais revenu?
Au fil des années, ma famille a essayé de me pousser dans d'autres directions. Mon père, pratique et rigide comme toujours, n'avait plus de patience pour ma tristesse. Éléonore, ça suffit. Cet homme était un lâche. Réveille-toi, Évis. Mais je n'y croyais pas. Je refusais l'idée que Michel se soit simplement enfui. Quelque chose lui était arrivé. Seulement le monde n'attendait pas de réponse comme moi. Il continuait simplement d'avancer. Mes amies ont commencé à se marier, à avoir des enfants. Certaines devenaient même grand-mères. Et moi, j'attendais toujours. Jusqu'au jour où quelque chose en moi cesse de briser. C'était lors d'un repas dominical chez ma sœur. Les enfants couraient dans le jardin. Ma mère discutait avec animation avec les beaux-parents et tout le monde semblait heureux. C'est alors que j'ai entendu une des tantes dire « Éléonore a perdu sa jeunesse à attendre un mort ». Le choc a traversé mon corps comme un couteau. Était-ce ce que tout le monde pensait, que je m'étais accrochée à un fantôme? Pour la première fois, je me suis autorisée à penser à la possibilité qu'il ne revienne jamais, et l'idée m'a détruite de l'intérieur. Dans les années qui ont suivi, j'ai cessé d'attendre activement. Mais cela ne signifiait pas que j'avais oublié. Jay simplement commençait à vivre en pilote automatique, devenant cette femme que tout le monde voyait comme une bonne fille, une bonne tante, une bonne voisine. Mais j'étais vide, ne vieillissant jamais. Mes parents ont essayé de me présenter d'autres hommes, mais je ne voulais personne d'autre que Michel. À 40 ans, j'ai commencé à accepter que je ne saurais peu, être jamais ce qui s'était passé. À 50 ans, je n'en parlais plus, et puis le temps cesse de transformer en décennies, jusqu'au jour où une lettre est arrivée. Une lettre qui a fait s'effondrer tout ce silence. Après la disparition de Michel, ma vie est devenue un éternel après. Après les recherches, après les larmes, après la honte. Mais qu'est-ce qui venait après? Que restait-il pour quelqu'un comme moi qui vivait pour aimer un homme qui avait simplement disparu? À 30 ans, on ne me regardait plus comme la mariée abandonnée. J'étais juste une femme célibataire marquée par le passé. Les gens ont cessé de poser des questions sur lui. Même ma mère, qui avait autrefois essayé de me consoler, ne mentionnait plus son nom. Et cela faisait mal, car pour moi, il existait toujours. Je n'ai jamais cessé de l'imaginer quelque part. Peu, être sans mémoire. Peu, être piégé dans une vie qu'il n'avait pas choisie. Je sentais qu'il ne m'avait pas oublié. Mais que faire de ce sentiment? Jay essayait d'avancer. Je jure que Jay essayait. Ma famille n'a jamais accepté ma solitude. Éléonore, tu es encore jeune. Rencontre quelqu'un. Marie-toi. Aie des enfants. Ma mère a même organisé des rencontres avec des hommes respectables. Mais personne n'était Michel. Chaque regard, chaque conversation, chaque demande en mariage me donnait l'impression de trahir une promesse silencieuse. Et puis, avec le temps, Jay cessait d'essayer. Je me suis résignée à vivre pour les autres. Jay vécut pour m'occuper de ma mère quand elle est tombée malade. Jay vécut pour aider mes nièces à choisir leur robe de mariée. Jay vécut pour célébrer les anniversaires des enfants de la famille. Mais je n'ai pas vécu pour moi-même car je savais que quelque chose en moi était coincé dans le passé. Le temps a passé. Mes sœurs se sont mariées, ont eu des enfants, des petits-enfants. Je suis restée là, dans la même maison, dans la même chambre où je m'étais préparée pour le mariage qui n'a jamais eu lieu. Les murs semblaient murmurer l'histoire que tout le monde essayait d'oublier. Il y avait un coffre au fond de mon armoire. À l'intérieur, la robe de mariée. Je n'ai jamais eu le courage de la jeter, jamais eu le courage de la regarder. Parfois, je me surprenais à penser, et si je m'étais mariée avec un autre homme? Et si j'avais tourné la page? Mais alors, une force plus grande me ramenait en arrière. Je ne pouvais pas abandonner sans connaître la vérité. Le village n'était plus le même. Les rues ont changé, les gens ont changé, les coutumes ont changé. Mais à l'intérieur de moi, le temps était figé. Le silence autour de Michel est devenu insupportable, jusqu'à ce que le silence soit rompu. Une lettre est arrivée, une lettre qui portait un nom que je n'avais pas entendu depuis plus de 20 ans. Un nom qui a fait que mon cœur cesse presque arrêté. L'enveloppe était simple, sans adresse de retour, et avait été laissée à ma porte comme s'il s'agissait d'un papier ordinaire. Mais dès que j'ai vu mon nom écrit d'une écriture soignée,
J'ai senti un frisson parcourir mon corps. Mes doigts tremblaient en déchirant le papier, et ce que j'ai trouvé à l'intérieur a fait s'arrêter mon cœur un instant. Éléonore, vous me reconnaissez peu. Être pas. Mais il y a quelque chose que vous devez savoir. La lettre était courte, directe, et portait un nom que je n'avais pas vu depuis plus de 20 ans. Un nom que je n'ai jamais oublié, Michel. Jay sentit mon corps faiblir comme si soudain toute la force qui me tenait debout avait disparu. Jay relut ces mots encore et encore, essayant de comprendre si c'était réel ou juste une cruelle plaisanterie du destin. Le papier semblait vibrer entre mes doigts comme s'il brûlait, ravivant des souvenirs que j'avais essayé d'enterrer. Mon esprit est entré dans un tourbillon. Comment quelqu'un pouvait-il écrire ce nom après tant d'années? Comment quelqu'un osait-il jouer avec mon histoire, avec une douleur qui n'avait jamais guéri? Mon premier instinct a été de croire que c'était une erreur, une confusion, une coïncidence. Mais ensuite, mes yeux ont trouvé le timbre. Dans le coin de l'enveloppe, il provenait d'un hôpital psychiatrique, l'hôpital psychiatrique de Valmont. Ma poitrine s'est serrée. J'ai senti une boule dans ma gorge et j'ai dû m'asseoir avant que mes jambes ne cèdent. Un hôpital psychiatrique? Qu'est-ce que cela signifiait? Les questions ont commencé à marteler ma tête, chacune plus désespérée que la précédente. Était-il interné pendant tout ce temps, perdu, vivant, mais sans mémoire? Les réponses semblaient si proches et pourtant inaccessibles. Mes yeux brûlaient, un mélange de colère, de peur et d'espoir se mêlant en moi. Pendant des années, j'ai essayé de tourner la page. Pendant des années, j'ai lutté contre son souvenir. Et maintenant le destin me ramenait vers le passé, me forçant à affronter quelque chose que je ne savais plus si j'étais assez forte pour supporter. La décision d'aller à l'hôpital n'a pas été facile. Jay passait la nuit éveillée, tenant cette lettre contre ma poitrine, sentant le poids de tout ce qu'elle représentait. Si je franchissais ces portes, si je voyais de mes propres yeux que Michel était en vie, que d'une manière ou d'une autre il avait existé pendant tout ce temps, qu'est-ce que cela me ferait? Et s'il était là mais ne se souvenait pas de moi? Et si je n'étais qu'un fantôme du passé, une femme qu'il ne reconnaîtrait jamais? Mais je savais que je ne pourrais pas vivre le reste de ma vie sans connaître la vérité. Je devais le voir, je devais entendre sa voix, le regarder dans les yeux et comprendre ce qui s'était réellement passé le jour qui aurait dû être le plus heureux de ma vie. Le lendemain matin, j'ai pris mon courage à deux mains. Je me suis habillée simplement mais dignement. J'ai pris la lettre, l'ai tenue fermement et j'ai quitté la maison avec un cœur qui battait si fort qu'il semblait vouloir s'échapper de ma poitrine. L'hôpital se trouvait dans une autre ville, un vieux bâtiment avec de hauts murs et de petites fenêtres. L'odeur de désinfectant mêlée à de vieux souvenirs flottait dans l'air et j'ai ressenti un frisson en traversant la réception. Mon nom était déjà enregistré. On m'attendait. Une infirmière m'a guidée à travers des couloirs blancs et silencieux, chaque pas résonnant comme un battement sourd à l'intérieur de ma poitrine. Mon cœur martelait contre mes côtes tandis que mon esprit essayait de se préparer à ce qui allait se passer. Puis elle s'est arrêtée devant une porte. « Il est ici », a dit la femme, avec un regard qui semblait porter le poids de ce que j'allais voir. Un instant, mes mains sont devenues froides et moites, la réalité de la situation m'est tombée dessus comme une avalanche. Qu'est-ce que j'attendais? Qu'il soit là, à m'attendre, souriant, m'appelant par mon nom. Le temps ne pardonne pas. Le temps change les gens, vole les histoires, efface les visages. J'ai pris une profonde inspiration et je suis entrée. L'homme était assis près de la fenêtre, regardant dehors. Ses cheveux étaient plus courts, mêlés de mèches grises, et son corps semblait plus mince, fragile. Une seconde, mon esprit a refusé de l'accepter. Mon cœur voulait le nier, mais ensuite il a tourné son visage et j'ai su que c'était Michel. Le temps l'avait transformé, mais ses yeux étaient les mêmes. Un choc a parcouru mon échine et j'ai dû m'agripper au chambranle de la porte pour ne pas tomber. Mes lèvres tremblaient, mon souffle était coupé dans ma gorge. Il était là, vivant, devant moi, mais il ne me reconnaissait pas. Le silence était la chose la plus cruelle que j'ai jamais vécue. Il m'a regardée comme si j'étais une simple étrangère. Aucune émotion, aucune lueur de reconnaissance dans ses yeux, juste un regard perdu, vide.
Ma bouche a essayé de former des mots, mais rien n'est sorti. Comment dire? C'est moi, Éléonore, la femme qui t'a attendu toute sa vie. Comment demander où as-tu été pendant tout ce temps alors que je savais que la réponse pourrait me détruire? Il a froncé les sourcils, a penché la tête sur le côté, comme pour essayer de trouver quelque chose au fond de sa mémoire. Mais le vide est resté. Bonjour fut tout ce qu'il dit. Et à ce moment-là, mon cœur cesse de briser d'une manière que je n'aurais jamais cru possible. Le temps semblait s'être arrêté. J'étais là, devant l'homme que j'avais aimé plus que tout au monde. L'homme pour qui j'avais pleuré des nuits entières, pour qui j'avais attendu des décennies. Mais il ne savait pas qui j'étais. Il n'y avait aucune reconnaissance dans ses yeux, aucune surprise, aucune émotion. Juste un regard vide, perdu, comme si j'étais une personne lambda croisant son chemin. Ma gorge cesse nouée et un goût amer a rempli ma bouche. Que devais-je faire? Je voulais courir vers lui, lui tenir les mains, le supplier de se souvenir de moi, mais une partie de moi avait peur, une peur terrible que toute tentative soit vaine. Il a de nouveau regardé par la fenêtre, comme si ma présence n'avait aucune importance. Mon cœur se brisait un peu plus à chaque seconde. Je ne savais pas ce que j'espérais trouver en arrivant là, mais je n'avais jamais imaginé qu'il serait si douloureux de réaliser que pour lui, je n'étais qu'une étrangère. Jay prit une profonde inspiration, ravalant la boule dans ma gorge, et Jay fait un pas en avant. Michel. Ma voix est sortie faible, tremblante, comme si je devais réapprendre à prononcer son nom après tant d'années. Il a froncé les sourcils et m'a de nouveau regardé, cette fois avec un peu plus d'attention, mais il n'y avait aucun souvenir là, aucune lueur de reconnaissance. « Est-ce que je vous connais ?» Sa voix était calme, sans émotion. C'était comme recevoir un coup de poignard en plein cœur. Je voulais pleurer, je voulais crier que oui, il me connaissait mieux que quiconque au monde, il connaissait mon rire, mes peurs, mes rêves. Il savait comment me tenir la main d'une manière qui me faisait sentir en sécurité. Savait exactement comment me faire sourire après une mauvaise journée. Il était la personne qui avait promis d'être à mes côtés, qui avait dit qu'il m'aimerait pour toujours. Comment avait-il pu oublier? Mais que pouvais-je faire? Il ne se souvenait pas, et j'étais là, complètement impuissante face au vide qui occupait maintenant la place où l'amour avait autrefois existé. L'infirmière s'est approchée, sentant mon désespoir, et m'a doucement touché l'épaule. « Il est arrivé ici il y a de nombreuses années, expliqua-t-elle d'un ton doux mais ferme. Nous ne savons pas exactement ce qui s'est passé, mais il a été trouvé sans papier, sans mémoire. On a juste dit qu'il errait dans les rues, désorienté, confus. Quand on l'a amené, il ne connaissait ni son nom, ni son origine, et à ce jour, il ne se souvient de rien. Mes yeux brûlaient, et ces mots me frappaient comme des coups de poing. Il n'a jamais essayé de partir d'ici, n'a jamais cherché sa famille. Ma voix est sortie plus désespérée que je ne le voulais. L'infirmière a secoué la tête. Pour lui, il n'y a pas de famille, il n'y a pas de passé, il ne vit que dans le présent. Mon corps a commencé à trembler. Ce ne pouvait pas être réel. Comment quelqu'un peut-il simplement perdre toute sa vie? Comment le destin peut-il être si cruel, lui prenant non seulement sa mémoire, mais tout l'amour qu'il avait en lui? Son silence était la chose la plus insupportable. Il me regardait simplement sans savoir pourquoi cette femme étrange pleurait pour lui. « Tu ne te souviens pas de moi ?» ai-je murmuré, plus pour moi-même que pour lui. Il a cligné lentement des yeux, comme pour essayer de trouver une réponse en lui-même. « Je suis désolé », fut tout ce qu'il dit. Et c'est alors que j'ai réalisé que j'avais peu être attendu toute ma vie quelqu'un qui ne reviendrait jamais. La douleur de cette prise de conscience m'a frappé avec une force absurde. Jay passait des décennies à vivre avec un fantôme, attendant un homme qui était maintenant juste en face de moi, mais qui n'était plus le même. Le Michel que je connaissais avait disparu bien avant l'arrivée de cette lettre. Mes genoux ont presque cédé. Tout semblait tourner autour de moi. Je voulais partir, m'enfuir, effacer ce moment de mon esprit. Mais en même temps, quelque chose me retenait au sol, car malgré tout, j'aimais toujours cet homme. Jay prit une profonde inspiration, essayant de trouver de la force là où il n'y en avait plus. « Peux-tu m'appeler par mon nom ?» ai-je demandé, sentant un fil d'espoir insensé en moi.
Il a regardé mon visage. « Quel est votre nom ?» Cette question a été le coup de grâce. Jay ravalait mes larmes, me retenant pour ne pas m'effondrer sur place. « Éléonore » ai-je répondu, ma voix disparaissant presque. Il a répété mon nom doucement, testant le son sur ses lèvres, mais il n'y avait aucun signe de mémoire, aucun souvenir caché émergeant des profondeurs de ses yeux. Je savais que ce serait la plus grande douleur de ma vie, et je savais aussi qu'à partir de ce moment, je devrais prendre la décision la plus difficile de toutes. Insister pour essayer de le ramener, même s'il ne me reconnaîtrait peu, être jamais. Ou finalement accepter que le Michel que j'aimais n'existait plus. Mon corps était là, mais mon âme semblait être piégée dans le passé. Je sentais mon cœur battre fort, presque sortir de ma poitrine, alors que j'essayais de digérer tout ce qui venait de se passer. Michel, l'homme que j'avais attendu pendant plus de 20 ans, était en face de moi, respirant, vivant. Mais c'était comme s'il n'avait jamais existé, comme si cet amour qui nous unissait autrefois n'était qu'une histoire que j'avais inventée. Je voulais crier, je voulais lui prendre le visage entre mes mains, le regarder au fond des yeux et le secouer jusqu'à ce qu'il se souvienne de tout. Mais ce que j'avais devant moi, c'était un homme au regard vide, perdu dans un temps que je ne connaissais pas. Le Michel que j'aimais était resté en arrière, avec ma robe de mariée rangée au fond de l'armoire, avec les promesses d'une vie qui n'a jamais eu lieu. L'infirmière observait en silence. Je pense qu'elle avait déjà vu des scènes comme celle-ci. Des gens qui passent des années à attendre une réponse, et quand ils la trouvent enfin, ils réalisent que la réponse est bien pire que le doute. Elle m'a doucement touché l'épaule, un geste d'empathie qui m'a en quelque sorte ramené à la réalité. « Voulez-vous lui parler un peu plus ?» demanda-t-elle, elle la voix basse, prudente. Je voulais, et en même temps, je ne voulais pas. Je voulais m'asseoir à côté de lui, raconter chaque détail de notre histoire, montrer des photos, lui dire qui il était, qui nous étions, mais je voulais aussi m'enfuir de là, courir et ne jamais regarder en arrière. Je faisais face à un dilemme cruel. Me battre pour un amour qui pourrait ne plus jamais exister ou accepter que le destin m'avait tout volé, même la chance d'un adieu. Michel continuait de me regarder mais sans aucune émotion réelle, juste un regard curieux, comme si j'étais une pièce d'un puzzle qu'il ne pourrait jamais assembler. Cela me tuait de l'intérieur. Pendant toutes ces années, je me suis torturée en pensant où il était, s'il était en vie, s'il pensait à moi. Et maintenant, en le voyant là, si proche et pourtant si distant, j'ai réalisé que la douleur de le perdre était moindre que la douleur de le retrouver sans qu'il sache qui j'étais. J'ai ravalé mes larmes, il ne servait à rien de désespérer. « Vous aimez vivre ici ?» ai-je demandé, essayant d'établir une conversation, une connexion, n'importe quoi. Il a haussé les épaules. « C'est calme. » Ces deux mots m'ont fait réaliser l'ampleur du gouffre entre nous. C'est calme. Après tout, après tant de temps, c'était tout. Je voulais qu'il dise que quelque chose lui manquait, qu'il y avait un trou en lui, qu'il faisait des rêves étranges à propos d'une femme qu'il ne connaissait pas. Mais il n'y avait rien. Juste cette réponse sèche et résignée. Jay fermait les yeux un instant, essayant de trouver de la force. Vous n'avez jamais essayé de vous souvenir de votre passé, de savoir qui vous étiez avant de venir ici? Il a hésité un moment. Je pense que j'ai essayé au début, mais ensuite j'ai accepté que c'est peut être mieux ainsi. Mon cœur s'est effondré. Jay passait la moitié de ma vie à le chercher, à vouloir des réponses, et lui, il a simplement accepté d'oublier. L'infirmière est intervenue d'un ton prudent. Il n'a aucun souvenir de ce qui s'est passé avant qu'on le trouve. Nous avons essayé la thérapie. Nous avons essayé des indices, mais rien n'a ramené les souvenirs. Certains cas sont comme ça. L'esprit bloque certaines choses pour se protéger. Je voulais croire que c'était vrai. Je voulais penser qu'au fond, le Michel que je connaissais était toujours là, attendant d'être réveillé. Mais, et s'il ne l'était pas? Et si l'homme qui m'aimait avait disparu pour toujours, et que tout ce qui restait était cet étranger devant moi? Jay ravalait la douleur une fois de plus. « Michel, est-ce que tu me fais confiance ?» Il m'a regardé longuement avant de répondre. « Je ne sais pas.
Ma poitrine s'est serrée. C'était une réponse honnête. Il n'a pas dit qu'il ne me faisait pas confiance, mais il n'a pas non plus dit oui, car je n'étais qu'une étrangère pour lui. Jay essayait de sourire, même en sentant mon âme brisée. Cela vous dérangerait-il si je venais vous rendre visite de temps en temps? Il y eut un silence avant qu'il ne réponde. Vous pouvez venir si vous voulez. Ce n'était pas ce que j'attendais, mais c'était tout ce qu'il pouvait me donner à ce moment-là. Jay quittait l'hôpital en ayant l'impression d'avoir perdu Michel pour la deuxième fois. La première fois, c'était quand il a disparu il y a des années. La seconde, c'était aujourd'hui, quand j'ai réalisé que même après l'avoir retrouvé, il ne serait peut être plus jamais l'homme que j'avais aimé. Le soleil brillait dehors, mais pour moi, tout semblait gris. Les rues étaient animées. Les gens continuaient leur vie, et je me demandais ce qu'il adviendrait de la mienne maintenant. Pour la première fois depuis de nombreuses années, je ne savais pas quoi faire. L'amour pour lequel je vivais n'existait plus, et je faisais face à une douleur que je ne savais toujours pas comment supporter. Je pouvais à peine dormir, et quand je le faisais, mes rêves étaient un tourbillon de souvenirs passés mêlés au regard vide de Michel dans le présent. C'était comme si mon cœur et mon esprit étaient piégés entre deux réalités, celle de l'amour qui avait autrefois existé et celle du vide qui occupait maintenant sa place. Jay essayait d'agir comme si rien n'avait changé. Ma routine est restée la même. Je me levais tôt, prenais mon café, m'occupais de la maison. Les gens autour de moi n'ont pas remarqué que quelque chose en moi s'était brisé de manière irréparable. Mais à l'intérieur, je m'effondrais. J'avais déjà ressenti de la douleur, j'avais vécu la solitude de ne pas savoir où était Michel. Mais maintenant, c'était différent. Maintenant, je savais qu'il était là, à quelques kilomètres de moi, vivant une vie qui n'avait pas de place pour notre passé. La question qui ne quittait pas ma tête était: que dois-je faire maintenant? Je pouvais simplement accepter ce que j'avais vu et passer à autre chose. Je pouvais oublier, essayer de clore ce chapitre pour de bon. Mais était-ce ce que je voulais? Passer tant d'années à attendre une réponse pour finalement abandonner? Non, je ne pouvais pas abandonner si facilement. Il y avait quelque chose en moi qui refusait d'accepter que tout était perdu. S'il était en vie, si le destin l'avait ramené à moi après si longtemps, alors je devais essayer. Même s'il ne se souvenait pas, même s'il ne redevenait jamais l'homme que je connaissais, je ne pouvais pas simplement m'en aller. La semaine suivante, je suis retournée à l'hôpital. Cette fois, mon cœur ne battait pas aussi désespérément qu'avant. Je savais déjà ce que j'allais trouver. Je ne m'attendais plus à le voir me reconnaître soudainement, ni à un miracle, mais je voulais le revoir. Jen avait besoin. Quand je suis arrivée, la même infirmière m'a accueillie avec un regard doux. Il est dans le jardin aujourd'hui. Il y passe beaucoup de temps. Jay suivit le couloir jusqu'à l'extérieur où Jay trouvait Michel assis sur un banc, observant les arbres. Le vent agitait doucement ses cheveux et un instant, il a semblé paisible, inconscient du monde qui l'entourait. Jay prit une profonde inspiration avant de m'approcher. « Bonjour, Michel ?» Il a levé les yeux vers moi et a froncé les sourcils comme pour essayer de se souvenir d'où il me connaissait. « Vous êtes revenu. » Un petit soulagement a traversé ma poitrine. Il ne se souvenait pas de qui j'étais, mais au moins il reconnaissait que j'étais déjà venu. « Oui. Puis-je m'asseoir ?» Il a hoché lentement la tête et j'ai occupé l'espace à côté de lui. Nous sommes restés silencieux un moment. Que devais-je dire? Je voulais tout raconter. Je voulais parler de notre passé. Je voulais dire que j'avais passé ma vie à l'attendre. Mais quelque chose en moi me disait que ce n'était pas la meilleure approche. Je devais y aller doucement. « Comment s'est passée votre vie ici ?» ai-je demandé, essayant de garder ma voix légère, sans montrer le poids de ce que je ressentais. Il a haussé les épaules. « Je ne sais pas. Je suppose que je m'y suis habituée. C'est étrange de penser que j'avais une autre vie avant ça. Ma poitrine s'est serrée. Et quelque chose ne vous manque jamais? » Il a mis du temps à répondre. « Parfois je fais des rêves, mais ils n'ont pas de sens. Ce sont juste des flashs, des visages que je n'arrive pas à identifier, des sensations, mais je ne sais pas si ce sont de vrais souvenirs ou juste des choses que mon esprit a inventées. Mon cœur cesse d'accélérer. Se pourrait-il que d'une manière ou d'une autre,
Il est encore des parties de notre passé en lui. Ces pièces pourraient-elles se rassembler avec le temps? Avez-vous l'impression que quelque chose a été laissé derrière? Il a tourné son visage vers moi, m'analysant comme pour essayer de trouver la réponse en moi. Peut être. Mais et si je ne me souviens jamais? Cette question m'a prise par surprise. Et s'il ne se souvenait jamais? Serais-je toujours là à essayer, à attendre, à croire qu'un jour il reviendrait à moi? Je ne savais pas. Tout ce que je savais, c'est que même s'il ne redevenait jamais le Michel que j'aimais, je ne pouvais pas simplement l'abandonner, car l'amour ne disparaît pas. Il change, se transforme, mais ne s'évanouit jamais complètement. Et j'étais prête à le prouver. Cet après-midi-là, en partant, je me suis fait une promesse silencieuse. Je reviendrai autant de fois que nécessaire. Si le destin m'avait ramené à lui, alors je ferais tout ce qui était en mon pouvoir pour récupérer. Même si ce n'était qu'un fragment de ce que nous étions autrefois, je n'abandonnerais pas, car même s'il ne savait plus qui j'étais, je ne l'avais jamais oublié. Les jours se sont transformés en semaines et les semaines en mois. Je suis retournée à l'hôpital régulièrement. Au début, j'observais simplement Michel de loin, ne sachant pas trop quoi faire ou dire. J'avais peur de le presser, de lui faire peur, de forcer quelque chose qui ne pourrait jamais être récupéré. Mais avec le temps, notre coexistence est devenue une partie de ma routine. Il ne posait pas beaucoup de questions sur moi. C'était comme s'il était habitué à ma présence, mais sans se soucier de comprendre pourquoi. Parfois, nous parlions de choses simples. Le temps, les oiseaux dans le jardin, le goût de la nourriture de l'hôpital. D'autres fois, nous restions simplement en silence. Je me demandais ce qui se passait dans sa tête. Y avait-il dans un coin de son esprit un souvenir qui essayait de refaire surface? Ou l'homme que je connaissais était-il simplement parti? Il y avait de bons jours et de mauvais jours. Certains jours, il semblait calme, même à l'aise avec ma présence. D'autres, il était plus distant, confus, comme si quelque chose en lui essayait de lutter contre un passé qu'il ne comprenait pas. C'est dans ces moments-là que mon cœur se serrait le plus. Je voulais tout raconter, je voulais crier qu'il avait été mon grand amour, que j'avais passé ma vie à l'attendre. Mais quelque chose en moi m'en empêchait. La peur que même en sachant tout, il choisirait quand même de ne pas se souvenir. Un après-midi, alors que j'étais sur le point de partir, Michel m'a surprise en m'appelant par mon nom. C'était la première fois qu'il le faisait, sans que j'aie besoin de le lui rappeler. Éléonore, mon cœur s'est emballé. Oui. Il a hésité comme s'il voulait dire quelque chose mais ne savait pas comment, puis il a détourné le regard et a secoué la tête. Rien. Mais ce n'était pas rien. Je savais que ce n'était pas rien. À partir de ce jour, quelque chose a commencé à changer. Il a commencé à m'observer avec plus d'attention, comme s'il essayait de trouver quelque chose de familier en moi. Parfois, je le surprenais à me fixer pendant de longues secondes, et quand nos regards se croisaient, il détournait rapidement les yeux, confus. Jusqu'à ce qu'un après-midi, il pose la question que je redoutais le plus. Étais-je mariée? Mon cœur s'est arrêté un instant. Que devais-je dire? Si je disais la vérité, cela l'aiderait-il à se souvenir ou cela ne ferait-il qu'accroître sa confusion? Jay déglutit difficilement. Non, tu ne t'es jamais mariée. Il a froncé les sourcils, mais j'allais me marier. Cette question portait un poids qu'il ne pouvait imaginer. Oui, ai-je murmuré, presque sans force pour le dire à voix haute. Il m'a regardé longuement et j'ai senti que ce moment pourrait tout changer, comme si quelque chose en lui était sur le point de se réveiller. Mais ensuite, il a simplement hoché la tête et a recommencé à regarder ses mains. Je vois. C'est tout. Ma poitrine s'est serrée. Il n'a pas demandé qui était la femme qu'il devait épouser. Il n'a pas demandé plus de détails. Il a simplement accepté cette information comme si c'était un fait lointain, quelque chose qui ne le concernait pas. Cette nuit-là, j'ai pleuré comme je n'avais pas pleuré depuis des années. Jay réalisait que peu importe à quel point j'essayais, peu importe à quel point j'étais là tous les jours, Michel ne redeviendrait jamais qui il était et je devais décider quoi faire de cela. Dans les jours qui ont suivi, mon esprit a été consumé par une seule question. Jusqu'où étais-je prête à aller? Je pouvais continuer là, à insister, à attendre, à essayer de le faire se souvenir. Mais et si cela n'arrivait jamais?
Étais-je prête à passer le reste de ma vie à vivre pour un amour qui pourrait ne jamais être réciproque? Mais en même temps, comment pouvais-je simplement m'en aller après tout ce que nous avions vécu, après tout ce que j'avais ressenti? Pouvais-je abandonner Michel pour la deuxième fois? Le dilemme m'a consumé jusqu'à ce qu'un dimanche matin, quelque chose se produise qui me fasse prendre une décision. Je suis arrivée à l'hôpital et j'ai trouvé Michel dans le jardin comme d'habitude. Mais cette fois, il n'était pas seul. Une femme lui parlait. Elle semblait plus jeune que moi, bien habillée, les yeux brillants d'enthousiasme. « Vous aimez la musique ?» lui demanda-t-elle. « Je ne sais pas, » répondit-il, avec ce ton de quelqu'un qui ne se souvient pas de ses propres goûts. « Je suis professeur de piano. Si vous voulez, je peux jouer pour vous un jour. » C'est alors que Michel a souri. Un petit sourire discret, mais un sourire. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Pendant tous ces mois, j'ai essayé de lui arracher un sourire comme celui-là. J'ai essayé de ramener l'homme qu'il était. J'ai essayé de trouver une trace de l'amour que nous partagions. Mais le voilà, souriant à une autre femme comme si la vie ne faisait que commencer pour lui. Et peut être que c'était le cas. Peut être que Michel avait une nouvelle chance, une page blanche. Et peut être que je devais accepter que cette nouvelle histoire n'incluait pas le passé que nous partagions. Quand la femme s'est éloignée, il a remarqué ma présence. « Salut, Éléonore. » Il m'a de nouveau appelé par mon nom, mais pour la première fois, cela ne m'a pas réchauffé le cœur, car je savais qu'il ne m'appelait pas comme quelqu'un qui se souvenait de moi. Il m'appelait comme quelqu'un qui reconnaissait simplement une présence familière. Je me suis assise à côté de lui sur le banc. Pendant de longues minutes, aucun de nous n'a rien dit. Puis j'ai pris une profonde inspiration et je l'ai regardé. « Michel, es-tu heureux ici ?» Il a cligné des yeux, surpris par la question. Je pense que oui. C'était tout ce que j'avais besoin d'entendre. Je lui ai tenu la main un instant, sentant sa chaleur pour la dernière fois. Alors, c'est ce qui compte. Il a froncé les sourcils, confus, mais j'ai simplement souri. Un sourire d'adieu. Je me suis levée et j'ai marché vers la sortie de l'hôpital sans regarder en arrière. Cette fois, je savais que je ne reviendrais pas. J'avais passé ma vie à attendre Michel, mais à ce moment-là, j'ai réalisé qu'il était peu, être temps d'arrêter d'attendre, c'était peu, être enfin mon tour de vivre. Les jours qui ont suivi ma dernière visite à l'hôpital ont été les plus étranges de ma vie. Je ne savais pas comment me réveiller sans l'attente de le revoir. Pendant des mois, cette routine d'aller à l'hôpital, de lui parler, d'essayer d'extraire des fragments du passé était devenue ma raison d'exister. Mais maintenant, tout ce que j'avais était un vide immense, une question sans réponse. Que dois-je faire maintenant? Pour la première fois depuis de nombreuses années, j'ai senti qu'il n'y avait nulle part où fuir. J'avais passé des décennies à essayer de trouver une fin à mon histoire avec Michel, cherchant à comprendre ce qui s'était passé, croyant que d'une manière ou d'une autre, le destin nous réunirait à nous. Mais la vérité était différente. La vérité, c'est ce que j'avais été seule pendant tout ce temps. Jay passait tellement de temps à vivre pour ce qui aurait pu être que Jay oubliait de vivre pour ce qui pourrait encore être. Les premiers jours, le silence à l'intérieur de ma maison semblait assourdissant. Je me levais tôt, faisais du café, regardais la porte comme si j'attendais que quelque chose se produise. Mais il n'y avait plus de lettres mystérieuses, plus d'indices à suivre, plus d'hôpital où aller. Ma famille a remarqué que quelque chose avait changé, mais personne n'a rien demandé. Je pense qu'au fond, tout le monde savait que mon histoire avec Michel, même sans mots, était arrivée à sa fin. Mais je ne savais pas comment recommencer. Jay passait des nuits à regarder le plafond en me demandant « Que dois-je faire maintenant? Qui suis-je sans cette histoire ?» C'est alors qu'un souvenir m'est revenu à l'esprit, quelque chose que j'avais toujours voulu faire, mais que j'avais mis de côté parce que je croyais que mon chemin était déjà tracé. Je voulais voyager. Quand j'étais jeune, avant même Michel, je rêvais de voir le monde, de fouler des rivages que je n'avais jamais foulés auparavant. Puis l'amour est venu, et après l'amour est venue l'attente, et l'attente s'est transformée en ma seule réalité. Je ne me suis jamais autorisée à quitter mon village parce qu'au fond, j'ai toujours craint que si je partais, Michel reviendrait et que je ne serais pas là pour l'accueillir. Mais maintenant, je savais qu'il ne reviendrait jamais à moi.
Alors qu'est-ce qui me retenait? Un après-midi, j'ai pris mon courage à deux mains et je suis allée à l'agence de voyage du village. Jamais de ma vie je n'avais acheté un billet pour n'importe où. J'ai toujours été habituée à vivre là où je suis née, entourée des mêmes personnes, des mêmes lieux, des mêmes histoires. Mais pour la première fois, j'ai senti que je pouvais changer cela. L'employé a souri en me voyant entrer. « Puis-je vous aider ?» Jay déglutit difficilement, même croyant toujours pas ce que j'étais sur le point de faire. « Oui, je veux voyager. » Où donc? C'était la question. Où voulais-je aller? Je pouvais choisir n'importe quel endroit dans le monde. Mais à ce moment-là, une seule destination m'est venue à l'esprit. À la mer. Je veux voir la mer. La mer. Quelque chose que je ne connaissais que par des photos et des récits. Quelque chose de si vaste, de si infini, de si différent de la vie que j'avais menée jusqu'à présent. Elle a tapé quelque chose et m'a regardé avec un doux sourire. Nous avons une destination parfaite pour vous. Et ainsi, pour la première fois de ma vie, j'ai acheté un billet. Quand je suis rentrée chez moi, je me suis assise sur le bord du lit et j'ai regardé autour de moi. Pendant tant d'années, ma vie s'était résumée à cet espace. La même chambre, les mêmes murs, les mêmes meubles. Tout semblait petit maintenant. Je me suis levée. Je suis allée à mon armoire. Et j'ai ouvert le tiroir où, pendant toutes ces années, j'avais gardé ma robe de mariée. Elle était toujours là, jaunie par le temps, soigneusement pliée, comme si elle attendait un moment pour être utilisée. Mais ce moment n'est jamais venu. Jay touchait le tissu avec affection, sentant chaque détail. Puis, sans réfléchir à deux fois, j'ai pris la robe, j'ai quitté la maison et j'ai marché jusqu'au bord de l'Yonne qui traversait le village. Le vent balançait les feuilles des arbres et le soleil doré de fin d'après-midi teignait tout d'une lumière douce. Jay prit une profonde inspiration et Jay lâchait la robe dans le courant. Le tissu blanc, déjà usé par le temps, a commencé à être emporté par l'eau, tourbillonnant, s'enfonçant peu à peu. C'était symbolique, je le savais. Mais à ce moment-là, j'ai senti que je laissais enfin partir Michel. Pas seulement lui, mais la version de moi-même qui a passé toute sa vie à attendre que quelqu'un revienne. La robe a suivi la rivière en aval jusqu'à disparaître complètement de ma vue. Et avec elle, une partie de moi est également partie. Quand je suis rentrée chez moi, j'ai regardé ma valise ouverte sur le lit. Cette fois, ce n'était pas une valise de souvenirs. Ce n'était pas un coffre de souvenirs. C'était une valise pour un avenir que pour la première fois, j'étais prête à vivre. Le lendemain matin, j'ai pris le train en direction de Deauville. Quand je suis enfin arrivée, j'étais paralysée devant l'immensité bleue qui s'étendait à perte de vue, le son des vagues se brisant sur le sable, l'odeur salée du vent, la chaleur du soleil sur ma peau. Tout était nouveau pour moi. Jay marchait jusqu'au bord de la plage et Jay laissait l'eau toucher mes pieds. Et c'est là, en regardant l'horizon, que Jay enfin ressentit quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. La paix. Michel était l'amour de ma vie. Mais l'amour de ma vie ne pouvait pas être seulement lui. L'amour de ma vie devait aussi être moi-même. Et j'étais enfin prête à m'aimer assez pour avancer, car la vie m'attendait encore. L'odeur de la mer flottait encore sur ma peau. Quand je suis revenue dans mon village, quelque chose en moi avait changé, même si je ne savais pas encore exactement comment nommer ce que c'était. Je me sentais plus légère, comme si j'avais laissé un poids immense derrière moi. Mais en même temps, il y avait un vide là où se trouvait autrefois l'amour qui m'avait soutenue pendant si longtemps. C'était un étrange mélange de liberté et de deuil. Les premiers jours après le voyage, j'ai arpenté les rues du village et j'ai remarqué à quel point tout semblait plus petit. Non pas parce que les bâtiments avaient rétréci ou que les places avaient diminué, mais parce que moi j'avais changé. Mes yeux avaient vu quelque chose au-delà des limites qui m'entouraient toute ma vie. Et maintenant, ce monde qui était autrefois tout pour moi ne semblait plus suffisant. Ma routine est revenue à la normale, mais la vérité, c'est que je n'étais plus la même. Le silence qui m'étouffait autrefois semblait maintenant être une invitation à recommencer. Un matin, en prenant mon café sur le porche, j'ai vu une enveloppe à la porte. Mon cœur ceste emballait un bref instant. Pendant des années, j'ai vécu en attendant des lettres qui ne sont jamais venues. Mais cette fois, je savais que ce n'était pas de lui. Michel ne faisait plus partie de ma vie.
Jay ramassait l'enveloppe d'une main ferme, sans tremblement, sans peur. Le nom de l'expéditeur était celui de l'hôpital. Jay fermait les yeux et Jay prit une profonde inspiration avant d'ouvrir la lettre. Elle était courte. Il a demandé de vos nouvelles ce matin. Mes yeux ont parcouru les mots à nouveau, essayant d'en absorber le sens. Il avait demandé de mes nouvelles. Mais pourquoi? Je me suis assise lentement, sentant le sol se dérober sous mes pieds. J'avais passé des mois à ses côtés, attendant une trace de mémoire, souhaitant un regard qui me reconnaîtrait, le suppliant silencieusement de me retrouver au milieu du brouillard qui couvrait son esprit. Et maintenant, juste maintenant, alors que j'avais enfin tout laissé derrière moi, il demandait de mes nouvelles. Ma première réaction a été un nœud dans la poitrine, une impulsion de retourner en courant à l'hôpital et de le voir une fois de plus. Mais ensuite, quelque chose en moi a résisté. J'avais passé tant de temps à vivre pour le souvenir d'un amour qui pourrait ne jamais revenir. Maintenant que j'étais enfin libre, devais-je rouvrir cette porte? Au fond de moi, je savais que si je revenais, je risquerais d'être à nouveau englouti par tout cela. Mais, et si c'était ma dernière chance? Jay passait le reste de la journée perdu dans mes pensées. Mes pieds voulaient avancer, mais mon cœur était toujours attaché à ce nom, à ce visage, à cet amour qui n'était jamais complètement mort. Le lendemain matin, avant de pouvoir changer d'avis, je suis allée à l'hôpital. En entrant, j'ai senti l'air lourd, chargé de souvenirs. Chaque pas me ramenait à tous les jours que j'avais passés là, à attendre quelque chose qui ne s'est jamais produit. L'infirmière m'a reçu avec un doux sourire. « Il est dans la chambre. Voulez-vous le voir ?» Jay hochait la tête, mais mes mains étaient froides. Jay traversait les couloirs familiers jusqu'à la porte qui menait à la chambre de Michel. Jay prit une profonde inspiration avant d'entrer. Il était assis sur le lit, ne regardant rien. Mais quand il m'a vu, ses yeux se sont illuminés et il a esquissé un petit sourire. « Vous êtes revenu. » Ce n'était pas un ton de surprise, c'était comme s'il savait que tôt ou tard je reviendrais. Je me suis assise sur la chaise à côté de lui. Je ne savais pas quoi dire. Il m'a regardé longuement, les yeux légèrement plissés, comme s'il essayait de comprendre quelque chose qui était hors de sa portée. « Jay rêvait de vous. Mon cœur a fait un bond. »« Tu as rêvé ?» Il a hoché lentement la tête. « Vous étiez en blanc, mais vous ne sembliez pas heureuse. Ma poitrine s'est serrée. » Il ne le savait pas, mais il décrivait exactement ce que je ressentais le jour de notre mariage. Jay déglutit difficilement. « De quoi d'autre te souviens-tu » Il a détourné le regard, confus. « Je ne sais pas. Je sens juste que vous étiez importante, mais je ne sais pas pourquoi. » Les larmes me brûlaient les yeux. Un instant, une partie de moi a voulu saisir ce fil de mémoire et le tirer de toutes mes forces, le forçant à se souvenir de tout. Mais une autre partie savait que ce n'était pas juste. Il n'était plus le même, et moi non plus. Jay prit une profonde inspiration, lui tenant la main un bref instant. « Ce n'est pas grave, Michel. Tu n'as pas besoin de te souvenir. » Il m'a regardé, et un instant j'ai cru voir une lueur d'émotion dans ses yeux. « Êtes-vous heureuse, Mathé ?» il demandait. Cette question m'a prise par surprise. Pour la première fois depuis des années, j'ai pensé à la réponse sans hésiter. J'ai souri légèrement. Oui, il a hoché lentement la tête comme s'il absorbait cela. Nous sommes restés silencieux quelques minutes, sentant simplement la présence de l'autre. Ce n'était pas un silence lourd, plein d'attente et de douleur comme ceux que nous avions déjà partagés. C'était un silence d'acceptation. Jay sut à ce moment-là que je n'avais pas besoin de revenir là-bas. Non pas parce que je ne l'aimais plus, mais parce que j'avais enfin compris que l'amour n'a parfois pas besoin d'une fin parfaite pour être réel. Il faisait partie de moi. Il le serait toujours. Mais ma vie n'était plus liée à lui. Je me suis levée lentement, lui serrant la main une dernière fois. « Prends soin de toi, Michel. » Il a souri légèrement. « Vous aussi, Éléonore. » Et sur ce, j'ai quitté la pièce, sortant de l'hôpital, de cette partie de ma vie avec la certitude que j'étais enfin libre. L'amour que j'avais pour lui était grand, était fort, était réel. Mais maintenant, il était temps de m'aimer moi-même. Et cette fois, je n'attendrai rien de personne d'autre, seulement de moi-même. Au fil des jours, ce qui avait commencé comme une pensée fugitive s'est lentement cristallisé en un plan concret, puis, un matin qui semblait ordinaire, j'ai acheté mon billet,
Ce voyage n'était pas simplement pour apercevoir l'océan. Cette fois, mes ambitions s'étendaient bien au-delà de ce modeste objectif. J'aspirais à explorer des destinations qui n'avaient existé jusqu'alors que dans mon imagination. Je désirais ardemment flâner dans des artères inconnues, humer des arômes exotiques et savourer des cuisines qui n'avaient jamais croisé ma palette. Mais plus important encore, j'étais désespéré de découvrir qui je pourrais devenir maintenant que je m'étais délesté du fardeau d'un passé que je n'avais jamais vraiment eu à porter. Le jour du départ arrivé, j'ai délibérément quitté ma maison à l'aube, savourant la brise matinale vivifiante sur ma peau. Je n'emportais que ce dont je ne pouvais me passer. Pas de bagages inutiles, pas de vestiges spectraux de jours révolus, juste le sentiment léger de quelqu'un qui avait enfin embrassé la vie au présent. En montant à bord du train, un profond sentiment de calme s'est installé en moi. L'incertitude de ce qui m'attendait ne me troublait pas comme elle l'aurait fait autrefois. Pour la première fois, j'accueillais l'inconnu. Je comprenais intuitivement que peu importe où ce voyage me mènerait, c'était précisément là où je devais être. Cette fois serait différente. Je ne reporterai pas mon bonheur attendant que des circonstances extérieures ou d'autres personnes s'alignent. Ma joie dépendrait uniquement de moi-même. Cher public bien-aimé, du fond du cœur, je voudrais vous adresser mes plus profonds remerciements à vous tous pour avoir patiemment écouté l'histoire de ma vie. J'espère qu'elle servira de leçon profonde sur l'amour, l'attente et le chemin de la redécouverte de soi. Parfois, nous passons toute notre vie à attendre quelque chose ou quelqu'un, oubliant que la vie continue d'avancer chaque jour. Mon histoire ne parle pas seulement d'un amour inachevé, mais aussi de l'apprentissage du lâcher-prise, du courage de recommencer et de la compréhension de l'importance de l'amour de soi. J'espère qu'à travers cette histoire, chacun de nous réalisera qu'il n'est jamais trop tard pour commencer un nouveau chapitre, pour explorer le monde et pour trouver la joie dans les choses les plus simples. Si vous avez apprécié cette histoire et souhaitez entendre d'autres récits significatifs, veuillez vous abonner à la chaîne Souvenirs de grands-parents. Chaque abonnement et chaque j'aime est un grand encouragement pour nous de continuer à vous apporter des histoires touchantes et de précieuses leçons de vie. Je voudrais également exprimer mes sincères remerciements aux fondateurs de Souvenirs de grands-parents pour avoir créé cette merveilleuse plateforme et pour m'avoir invité à partager mon histoire. C'est vraiment une occasion précieuse de préserver et de transmettre les souvenirs et la sagesse de notre génération. J'ai hâte de vous retrouver dans les prochaines histoires où nous continuerons à explorer ensemble les belles pièces du puzzle de la vie. Merci. Et que votre journée soit remplie de joie et de paix.